Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds saoudien de développement. La Chambre de commerce et le ministère de l'énergie ont tenu une réunion d'information sur les opportunités d'investissement dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Au Pakistan, le prix Nobel de la paix Malala Yousafzai effectue un premier retour dans son pays natal. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdulkader Kamil Mohamed a reçu en audience tôt ce matin dans le salon d'honneur de la primature une délégation du Fonds saoudien de développement, le FSD, introduite par le conseiller du président de la République chargé des investissements, Fahmi Ahmed Al-Hag. La délégation du Fonds saoudien était composée du conseiller du département des opérations Abdullah Al-Rahmeh, le spécialiste en développement de la direction des travaux Abdulrahman Al-Harbi, ainsi que l'ingénieur Amar Al-Belhaïs. Était également présent lors de cet entretien le directeur de cabinet du Premier ministre Youssouf Al-Hawled. L'entretien entre le Premier ministre et les responsables du FSD portait pour l'essentiel sur la contribution financière à hauteur de 50 millions de dollars US du FSD au programme national d'investissement PIN, ainsi que sur les modalités d'exécution des travaux en cours. Parmi les projets du PIN financés par le FSD, citons notamment la construction de logements sociaux, l'électrification par le solaire des régions rurales, le raccordement du forage de Bizidirou qui alimentera en eau potable la ville d'Obok et les localités environnantes, la réhabilitation du corridor routier de Khallafi. Le Premier ministre donc a salué les relations privilégiées et fraternelles entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite. Également dans l'actualité de ce 15 heures, en bref et en images, c'est donc dans le cadre de financement de la réhabilitation de la route nationale 1, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdulkader Moussa Helem, a tenu aujourd'hui à son cabinet une réunion technique avec une délégation du Fonds saoudien également. Était présent entre autres à cette réunion le conseiller du président chargé de la promotion des investissements dans le monde arabe, Fahmi Ahmed Al-Hag, le secrétaire général du ministère et le directeur général par intérim de l'agence djiboutienne des routes, accompagné de ses proches collaborateurs. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les voies et moyens d'accélérer les procédures pour débuter. Le ministère de l'énergie chargé des ressources naturelles a organisé aujourd'hui en collaboration avec la Chambre de commerce une journée d'information sur les opportunités d'investissement donc en République de Djibouti, surtout dans les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles. Il faut dire que la République de Djibouti dispose d'un fonds géologique donc offrant des potentiels miniers importants favorables à une exploitation industrielle des substances minières, notamment dans le domaine des matériaux de construction, ciment, céramique et autres. Eh bien, le ministère de l'énergie, à travers cette rencontre, compte donc appeler les investisseurs djiboutiens à investir dans ces secteurs. Le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, était présent aux côtés du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawali. Et des ressources naturelles grâce aux présentations des experts ici présents, et ainsi miser sur ce secteur porteur qui garantit une économie pérenne et répondant aux accords internationaux relatifs à la protection de l'environnement signés par notre pays. Djibouti détient un immense potentiel qui n'est cependant pas utilisé à sa juste valeur en termes de ce domaine. En effet, nous disposons d'un sol riche en ressources naturelles, mais également de vastes opportunités en matière de ressources d'énergie renouvelable. Le soleil brille tous les jours, des vents fréquents et constants sont enregistrés. La géothermie est au cœur des objectifs que le gouvernement s'est fixé pour développer ce secteur
et bénéficie de soutiens importants de la part des partenaires financiers internationaux. À l'occasion de cette journée d'information sur les opportunités d'investissement en matière de ressources minières et énergies renouvelables, nous avons interrogé le ministre de l'Énergie. Voici ses propos. Le président de la République, Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a ici, vous le savez, les énergies renouvelables au rang de priorité nationale. Il m'est donc très agréable d'être parmi vous aujourd'hui pour procéder, en mon nom et en nom du gouvernement que je représente, à l'ouverture de la journée consacrée aux opportunités d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables et des ressources naturelles. Comme vous le savez, les partenariats doivent conduire à réaliser des projets concrets au bénéfice mutuel. Pour ce faire, le gouvernement s'attelle à coordonner efficacement sa stratégie à travers d'une série de mesures en faveur de l'amélioration de l'environnement des affaires de façon générale et dans le secteur qui nous intéresse en particulier aujourd'hui. Nous croyons fermement que la croissance et le développement de notre pays ne peuvent être envisagés sans un investissement massif dans les énergies renouvelables et dans l'exploitation durable des ressources naturelles. Nous avons des infrastructures en constante amélioration et des conditions d'exploitation avantageuses. Désormais, plus qu'un discours, il s'agit aujourd'hui de vous annoncer des mesures concrètes, un projet ambitieux et commun qui ne peut être mené que par des compétences avérées à des acteurs engagés pour atteindre ces objectifs phares. Porter à 100% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité destinée à la consommation nationale d'ici 2020, Inch'Allah. Produire localement 90% des matériaux de carrière destinés à la construction et faire de l'efficacité énergétique un véritable cheval de bataille. C'est là un pas historique et nous nous efforçons de mettre tous les moyens dont dispose le gouvernement de la République de Djibouti pour y parvenir. Il s'agit d'assurer l'avenir des énergies renouvelables et des ressources naturelles et donc notre avenir à tous Djiboutiens. Je suis pour ma part confiant. J'ai confiance en notre capacité à conjuguer nos efforts pour que les défis d'aujourd'hui soient nos prouesses de demain. À présent, je vais laisser la parole aux présentateurs qui, j'espère, susciteront vos envies d'investir ou tout au moins votre curiosité pour ce secteur en devenir. Autre réunion d'information à la Chambre de commerce, cette fois-ci organisée entre les représentants des entreprises djiboutiennes et les responsables du camp Lémonier qui lancent des appels d'offres pour l'exécution de marchés ou de services. Cette rencontre a été présidée par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, en présence de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, le commandant du camp Lémonier. L'objectif de cette journée donc vise à rapprocher tous les acteurs et revient aux entrepreneurs djiboutiens et commerçants de la place de répondre aux besoins en biens et en services des forces américaines. Cette rencontre a regroupé les responsables de près de 150 entreprises ou sociétés commerciales. Dans un mot prononcé à cette occasion par l'ambassadeur des États-Unis en poste à Djibouti et le commandant du camp Lémonier, ils ont indiqué que cette rencontre était utile à plus d'un titre. Les États-Unis et Djibouti implique également la promotion de la prospérité et des opportunités pour les Américains et les Djiboutiens. Nous sommes un partenaire fiable et sommes engagés dans le succès de Djibouti sur le long terme. Nous remplissons notre rôle dans la réalisation de la vision 2035 du président Guelleh de deux façons: en embauchant des Djiboutiens et en signant des contrats avec des entreprises djiboutiennes. Par exemple, le Lémonier contribue plus de 200 millions de dollars chaque année à l'économie djiboutienne, soit 10% du produit intérieur brut du pays. En 2015, notre Congrès a adopté la loi Djibouti First et notre président l'a promulguée. Cette initiative a permis à notre armée
de donner la préférence aux entreprises djiboutiennes lors de l'attribution des contrats à Djibouti. Le succès de Djibouti First a incité notre Congrès à élargir le programme à travers le continent grâce à la loi Africa First. Africa First offre encore plus d'opportunités d'emploi et de contrats aux entreprises djiboutiennes. Voilà qui nous ramène de parler de cette réunion du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA. Une grande réunion du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA a été organisée à Djibouti Palace Kempinski ce matin sous la présidence du gouverneur de la banque centrale Ahmed Ousmane et le directeur de l'institut monétaire du COMESA Ibrahim Zaidi. L'objectif est d'harmoniser et la coordination de la politique économique, monétaire et financière qui joue un rôle prépondérant non seulement pour stimuler le commerce et la croissance au sein des pays du COMESA, mais aussi pour rationaliser l'utilisation des ressources pour parvenir aux objectifs des convergences et d'intégration économique totale. Le rôle des banques centrales est primordial à plus d'un titre, en particulier en matière de stabilité de nos systèmes financiers et le renforcement de la coopération monétaire dans le processus de convergence macroéconomique. La réunion a vu la participation de plusieurs gouverneurs des pays du COMESA et des financiers. Elle va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Cet après-midi, dans son allocution, le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Patrick Njoroge, a remercié le gouverneur de Djibouti et a cité toutes les réalisations du marché commun du COMESA, à savoir des procédures commerciales et douanières simplifiées et standardisées et harmonisées. Notons également la mise en place de la carte jaune du régime d'assurance des véhicules à moteur de tierces, le document des déclarations des biens individuels. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane, a expliqué les avancées majeures et les réalisations des pays de la COMESA dans le domaine du commerce international afin de renforcer la stabilité monétaire de la région et d'intensifier le commerce et les échanges commerciaux dans cette partie du monde. Nous réunis aujourd'hui traite d'une question cruciale qui demeure au centre des préoccupations politiques et des priorités stratégiques en termes de développement sur l'ensemble de notre continent. La problématique de la croissance économique durable et les voies et moyens pour y parvenir restent en effet toujours une actualité brûlante, et plus particulièrement dans les contextes actuels où il faut soutenir durablement l'expansion de nos économies. D'ailleurs, l'objectif recherché dans notre projet d'intégration économique régionale n'est-il pas, in fine, de promouvoir et intensifier la croissance dans nos pays en mettant nos efforts et nos ressources en commun? Comme vous le savez, dans cette quête de croissance résiliente, il n'y a pas de voie unique, il n'y a pas de recette miracle prête à l'emploi. Chaque pays a sa propre vision stratégique et emprunte sa propre voie. Il en est de même pour les banques centrales qui ont un rôle fondamental à jouer pour impulser ou soutenir la croissance économique. Les banques centrales sont en effet en mesure d'influer grandement sur la dynamique de la croissance avec les instruments de politique monétaire, mais aussi à travers diverses politiques structurelles et d'initiatives innovantes. Aussi, le partage d'expériences sur les politiques et les initiatives en soutien à la croissance, mises en œuvre avec succès par nos consoeurs banques centrales, constitue une opportunité riche d'enseignements, et tel est l'objet de notre symposium d'aujourd'hui. National sur la sécurité et la sûreté ferroviaire qui s'est clôturée ce jeudi au Palais du Peuple. La conférence s'est tenue sous le haut patronage du ministre de l'Équipement et des Transports. Elle a été co-organisée par la Société djiboutienne des chemins de fer et l'Union internationale des chemins de fer pour l'Afrique. La conférence internationale s'est déroulée en présence du directeur général de la Société djiboutienne du chemin de fer, Mohamed Roble Dabbar, le représentant du président de l'Union internationale des chemins de fer région Afrique. L'organisation de cette conférence internationale est le fruit d'une coopération
entre plusieurs institutions ferroviaires, en particulier la SDCF et l'Union internationale des chemins de fer région Afrique. La conférence vise à voir émerger une nouvelle culture de la sécurité et de la sûreté au grand bénéfice du transport ferroviaire. Par ailleurs, il a été donc indiscutable en effet que la sécurité des voyageurs et du personnel du chemin de fer ainsi que la protection des marchandises et des infrastructures sont hautement prioritaires. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de la Société djiboutienne de chemin de fer, Mohamed Roble Dabbar, que je vous propose de le suivre. Chemin de fer. Ensuite, un chemin de fer, c'est un investissement majeur, c'est le symbole du développement d'un pays. Et de ce point de vue-là aussi, c'est une infrastructure très importante pour booster l'économie d'un pays. Et nous avons également, sur cette optique-là, nous avons l'obligation de trouver les moyens d'assurer également la sécurité et sûreté du chemin de fer. Ensuite, donc aujourd'hui, comme vous avez pu constater, nous avons une dizaine de réseaux africains, arabes, chinois, européens qui sont venus aujourd'hui à Djibouti et pour la plupart des personnes pour la première fois. Et nous avons jugé important parce que l'expérience, c'est quelque chose également fondamental. Parce que nous venons de commencer les opérations commerciales, la mise en exploitation de la ligne, avec un exploitant bien sûr chinois, mais derrière ça, nous avons besoin des expériences des autres pays en matière de la sécurité et sûreté ferroviaire. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec Ferdous Hussein. Bonjour Ferdous. En Égypte, le président sortant Abdel Fattah al-Sisi est donné vainqueur du scrutin présidentiel. Selon les premiers résultats, il aurait recueilli 21,5 millions de voix sur environ 60 millions d'électeurs inscrits. Effectivement, Ali, selon les résultats provisoires, le président Abdel Fattah al-Sisi se trouverait en tête de l'élection. Les résultats définitifs sont attendus lundi prochain. Il aurait récolté donc 21,5 millions de voix. L'unique adversaire de Sisi, donc Mustafa Mohamed Moussa, Mustafa Moussa, aurait récolté 721 000 voix seulement. Les bureaux de vote ont fermé hier soir à 22h heure locale après une courte prolongation d'une heure. Les 3 jours du scrutin se sont déroulés sans incident notable sous la protection ostensible des forces de sécurité. Et en République démocratique du Congo, un nouveau drame s'est produit dans la ville de Beni, située dans une région du nord-est de ce pays. Des accrochages ont opposé des rebelles ougandais aux forces gouvernementales. Eh bien, donc, des affrontements ont éclaté à Beni entre les rebelles ougandais et les forces armées congolaises. Ont fait 11 morts, dont un enfant de 3 ans. Les victimes auraient été tuées à coups de machette dans un quartier du nord-ouest de cette ville. Pendant plus de 3 heures, les assaillants munis de machettes et armes à feu ont opéré dans le quartier de Ruwenzori, situé donc au nord de cette ville de Beni. 11 corps dont un assaillant a trouvé la mort. Acheminé à la morgue vers l'hôpital. Parmi les victimes, il y aurait donc des femmes, des jeunes et un bébé. Depuis janvier, l'armée a lancé une nouvelle opération militaire contre les forces rebelles, mais les tueries se poursuivent dans Beni et ses environs. Au Pakistan, le prix Nobel, on le disait en titre, de la paix, Malala Yousafzai est toujours donc est retourné dans son pays natal pour une courte visite. Eh bien donc c'est la première fois qu'il revient dans son pays depuis 2012. Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, a remis les pieds hier au Pakistan, sa terre natale. Son voyage au petit matin, donc son passage à l'aéroport international d'Islamabad s'est déroulé sous forte escorte policière. Malala Yousafzai, accompagnée de ses parents, devrait notamment rencontrer le Premier ministre, donc Abbasi, durant cette visite de 4 jours. Et nous terminons avec la Corée, Ferdous, vers une détente entre les deux Corées, un sommet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud fin avril. Tout à fait, donc les représentants de l'unification des deux Corées se sont rencontrés aujourd'hui dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule pour préparer un rare sommet prévu le 27 avril entre Kim Jong-un et son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Des hauts représentants de ces deux Corées
Nord-Coréens se sont retrouvés donc aujourd'hui pour en parler en amont d'un rarissime sommet intercoréen. Donc parallèlement, le chef de la diplomatie chinoise est attendu à Séoul pour informer Moon Jae-in des résultats de la visite à Pékin du numéro 1 nord-coréen. Merci Ferdous Hussein et merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.